toutes et à tous. Je suis très content d'être là, très content de faire l'ouverture du T-Rex. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, d'ailleurs, qui était là l'année dernière? En fait, il y en a bien des habitués, c'est pas mal, y compris un abonnement. Je suis très content de refaire l'ouverture, j'ai déjà fait l'ouverture l'année dernière. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que vous avez l'air tous un peu endormis. Vous êtes sûrement levé tôt pour venir jusqu'ici. Il y en a qui sont couchés tard hier pour essayer de trouver un dernier bar ouvert qui n'a pas été un succès. Ils se reconnaîtront. Mais aujourd'hui, moi, je voulais faire une petite intro un peu différente. Je voulais, alors là, c'est l'allégorie de la bagnole. On adore tous la bagnole, évidemment. Notre président nous le dit. Je voulais juste faire un petit regard dans le rétro depuis ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé depuis un an. En fait, on ne s'est pas vu depuis un an. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, on m'a mis la pression pour que je dure 45 minutes. Je vais essayer de tenir 45 minutes. Vous me ferez signe. Le truc dans les bonnes et les mauvaises nouvelles, c'est qu'en fait, souvent, on voit plutôt les mauvaises nouvelles. Il suffit d'allumer la télé et la radio, il y a quand même une prédominance de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire choisir, en fait. C'est-à-dire qu'on va voir le verre à moitié plein, ou le verre à moitié plein, pardon, c'est lapsus, ou le verre à moitié vide. Elle n'était pas préparée, celle-là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des années 80, 90. En fait, il y avait des bouquins qui s'appelaient « Le livre dont vous êtes le héros ». Et moi, j'adorais ça. J'adorais choisir un peu finalement la destinée de mon histoire quand je lisais un bouquin. Et en fait, on va faire un peu la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire choisir par quoi vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez commencer par la bonne ou la mauvaise nouvelle? Attention, c'est un choix cornélien. C'est vraiment un événement, on ne fait que des choix cornéliens aujourd'hui. Et après, il y a un troisième choix. Si vous voulez juste aller boire un café, que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi aller boire un café, je ne serai pas vexé. Ceux qui sont pour la bonne nouvelle, en premier, que je commence par les bonnes nouvelles, se lèvent, s'il vous plaît. Ah, il y en a quand même qui aiment bien avoir les bonnes nouvelles en premier. Ça marche. Les mauvaises nouvelles, se lèvent, s'il vous plaît. Ah, il y a grosse majorité, j'avoue. Ok. J'ai regardé les statistiques et c'est effectivement ce que disent les statistiques, donc j'avais préparé la presse dans ce sens-là. C'est vraiment bon. Désolé. Bon, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Donc ça va, préparez-vous, hein, ça va être un peu déprimant quand même. Hein. C'est toujours un peu dur, mais c'est pour mieux se relever après, justement. C'est pour ça qu'on aime souvent bien commencer par les mauvaises nouvelles. La première, alors c'est sûrement une slide que vous allez souvent, peut-être, en tout cas j'espère, voir au moins 15 fois aujourd'hui dans les présentations de tout le monde. À mon avis, on va les revoir. C'est les limites planétaires, vous les connaissez, vous êtes plutôt sensible à la transition, donc vous connaissez ce sujet-là. Cette année, en 2023, depuis qu'on ne s'est pas vu, on a dépassé la 6e limite planétaire, qui est celle de l'eau bleue, qui est la petite ici en bas là. L'eau bleue, c'est elle qui transite dans les cours d'eau, les lacs, les nappes phréatiques, comparée à l'eau verte, qui est plutôt l'eau qui est stagnée dans les plantes, etc. Donc on a dépassé cette limite-là, ça veut dire qu'on capte trop l'eau disponible dans les rivières, les lacs, etc. Il y a 2 jours, il y a eu une conférence de Juliette Becquet, hydrologue, qui était ici aux Arcs pour le public et les habitants des Arcs, qui parlait un peu de ces sujets-là. Donc voilà, je vous invite à la suivre, très intéressante là-dessus. Mais effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train de cramer la planète petit à petit sur toutes les différentes limites planétaires que vous voyez là. Et donc la 6e a été dépassée en 2023. Deuxième mauvaise nouvelle, on reste sur un peu la biodiversité et l'environnement. Aujourd'hui, on est dans l'année la plus chaude jamais enregistrée. Enfin, 2023 était l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète depuis qu'on a un thermomètre qui mesure la température. Donc c'est vraiment un signe. Le mois de mars, de la même manière, le mois de mars, le mois d'avril ont été aussi des mois records de mesure de température. Donc on voit bien que là, il y a un vrai souci et qu'on est en train d'avancer vers le mur en tout cas. Sur le climat, justement, donc je vous le disais, les mois de mars a été vraiment, encore une fois, des températures records, et ça s'est senti dans nos stations de ski. Pour ceux qui travaillent dans les stations de ski, j'imagine que je ne vous apprends rien. Pour ceux qui aiment bien juste aller skier, ou pour les quelques Parisiens qui sont parmi nous, en fait, ça, c'est à peu près, dans les stations de basse altitude, c'est ce qu'on a eu comme... C'est ce qu'on a eu comme météo et comme condition de ski une bonne partie de la saison. Donc on espère que ça ne va pas arriver tous les ans. Malheureusement, cette année, c'était un petit peu difficile pour les stations de basse altitude. Les records de chaleur, ils ne sont pas que chez nous. Récemment, là, je ne sais pas si vous avez vu à Rio, mais à Rio, il a fait plus de 62 degrés ressentis. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 62 degrés ressentis. Hein, c'est le double d'une canicule chez nous quasiment. Donc c'est vraiment une température assez hallucinante, qui est une température mortelle.
à long terme, c'est une température dans laquelle on ne peut pas vivre. On estime d'ailleurs que dans certains pays comme l'Algérie, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, d'ici 2030, on va avoir des températures au-dessus de 50 degrés, plus de 200 jours par an, si on va vers une planète et un réchauffement planétaire de 4 degrés, qui est plutôt la tendance pour le moment, quoi. Donc ça veut dire que ces gens dans ces pays-là ne pourront plus vivre dehors de manière normale, quoi. Et ça coûte cher. Vous avez vu ce rapport aussi cette année qui est sorti, probablement. Les assureurs s'inquiètent des différentes catastrophes climatiques et du coût de ces catastrophes climatiques. 6,5 milliards d'euros en 2023 liés aux catastrophes climatiques. Donc 6,5 milliards d'euros qu'on paye de nos sous, hein, finalement, parce qu'on a tous une petite assurance, et donc des cotisations qui vont augmenter. Et ça ne fait que s'aggraver aussi, quoi. Je vous l'avais dit, c'est pas hyper joyeux, hein, le début. Et quand on en a parlé tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous, en fait, ça ne fait qu'augmenter. Les effets du réchauffement climatique ne font que se faire ressentir de plus en plus, même chez nous en France, et pas qu'au Bangladesh ou pas que dans des îles du Pacifique. On a des zones qui deviennent inhabitables et qui le seront de plus en plus. On estime notamment que là, l'érosion côtière pourrait vraiment toucher de plus en plus d'habitants d'ici 2028 en France. On a des zones en Camargue ou vers La Rochelle aussi qui sont largement menacées. Et après, les différentes inondations qui vont aussi faire en sorte que les gens vont devoir sortir de chez eux et quitter leur habitation. On va avoir des réfugiés climatiques en France aussi. Et dans cette étude, justement, où ils estimaient, où ils essayaient de voir un petit peu le coût de tout ça, le coût d'assurance de ces catastrophes climatiques, il y avait une citation que moi j'ai voulu vous mettre là, qui est « La crise écologique n'est pas le fruit d'une météorite, mais bien du fonctionnement normal, programmé et souhaité de nos sociétés ». Donc voilà, la chose est dite, hein, ça fait 100 ans à peu près qu'on travaille là-dessus et qu'on s'enterre petit à petit, donc il serait peut-être temps qu'on se réveille. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour vous montrer aujourd'hui dans toutes ces conférences qu'il y en a qui se bougent et ils vont vous donner les clés pour vous montrer comment ça marche. Si on regarde un petit peu ce que nous disent les scientifiques, récemment j'ai eu une petite déception. En fait, ça fait quelques temps qu'on se disait, ouais, on est rentré dans l'Anthropocène, c'est-à-dire une phase de l'humanité, enfin pas de l'humanité, mais de la planète, dans laquelle une ère géologique finalement où l'homme avait un impact tellement fort qu'on allait appeler ça l'Anthropocène. Ben, finalement, les scientifiques sont plutôt contre et nous disent, ben non, en fait, on n'est pas vraiment rentré dans l'Anthropocène. Bon, c'est toujours discutable vu ce qu'on est en train de vivre, et surtout qu'on voit que, a priori, la fonte des glaces, qui est notamment due au réchauffement climatique humain, ralentit en partie la rotation de la Terre. Donc il y a quelques études qui sont sorties là-dessus en 2023. Est-ce que c'est complètement de notre faute ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a vraiment un effet, on a un réel effet en ce moment sur le changement climatique et donc sur une ère géologique. Donc peut-être qu'on n'est pas encore rentré dans l'Anthropocène, mais ça ne va pas tarder. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est rentré dans le Chytropocène. Vous avez peut-être vu passer cette campagne cette année de Patagonia qui est sortie récemment, qui est l'ère de la camelote, c'est-à-dire qu'on achète de la merde. Désolé, mais c'est un peu ce qu'on achète de plus en plus. Nos enfants, les jeunes achètent beaucoup sur Chine ou sur des marques de fast fashion. On achète des choses qui ne durent pas, qui ne sont pas réparables. Et on est vraiment dans cette ère où finalement on surconsomme, on surproduit et finalement on vient cramer les différentes limites planétaires. Donc, je vous invite à aller voir le petit film de Patagonia là-dessus qui est assez édifiant et qui est assez bien fait, même si Patagonia fait aussi partie de ce système, il faut bien se le dire aussi, ils vendent aussi un certain paquet de produits. Et le truc, c'est que on est rentré on n'est pas rentré dans l'Anthropocène pour les scientifiques, mais par contre, le changement climatique semble quand même évident, semble quand même être quelque chose qui est une vérité. Par contre, il y a encore au moins 30% de la population française, donc il y a peut-être 30% des gens parmi vous là, qui sont encore climato-sceptiques. Alors j'espère qu'on n'est pas représentatif de la population française, malheureusement, peut-être ici. Mais en tout cas, ça fait encore plus de 30% de gens qui ne croient pas que l'être humain est responsable du changement climatique. Ça pose des vraies questions. Et pourtant, on arrive aussi à la fin d'une ère. On atteint bientôt le pic pétrolier, c'est-à-dire que les ressources finalement de pétrole vont commencer à stagner, voire à décroître. On estime qu'il va déjà y avoir une baisse de 10 à 20% des ressources pétrolières d'ici 2030.
Ça pose aussi des questions sur l'utilisation de nos ressources. Hein. On est venu aussi pour la plupart d'entre nous en voiture aujourd'hui. On se déplace, on s'habille, on se loge, et tout ça, ça consomme de l'énergie, ça consomme aussi du pétrole. Sur les habits que vous portez aujourd'hui, il y a probablement du pétrole. Donc voilà, comment on fera quand il n'y en aura plus? Comment on va faire pour s'adapter? On va se prendre un mur probablement. Et la solution, ou les solutions qui sont données, elles ne sont pas forcément à la hauteur. Aujourd'hui, en France, on a envie, en tout cas la France va tester l'enfouissement du CO2. Donc plutôt que de réduire nos émissions de CO2, on essaye de l'enfouir. Donc on l'attrape dans l'air et on le met dans des anciennes mines de charbon. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'utilise plus les mines de charbon ou de moins en moins, donc on essaye d'émettre un petit peu moins. Par contre, on essaye surtout de l'enfouir et de séquestrer ce CO2 plutôt que de le réduire, donc c'est quand même un vrai problème. Pardon? Oui, on l'enfouit dans des puits pétroliers. Pardon. Oui, pas de charbon, de puits pétroliers. Exactement, pardon. Ouais, merci. Il y en a qui lisent les slides, c'est bien. Autre mauvaise nouvelle cette année, c'est une année où on a vendu le plus de SUV. Je ne vais pas vous faire lever la main pour qui a un SUV, on ne va pas accuser les gens, mais par contre, c'est un vrai problème aussi en termes de transport. Aujourd'hui, les émissions de CO2 liées au transport en voiture, c'est une énorme part de nos émissions en France. Et aujourd'hui, on vend particulièrement des SUV, et cette vente de SUV vient compenser la croissance des ventes des véhicules électriques et donc le bénéfice qu'on pourrait avoir avec nos véhicules électriques. Donc aujourd'hui, vous achetez un véhicule électrique, vous allez consommer moins et émettre moins de CO2 à l'usage de votre véhicule. Par contre, on vend tellement de SUV thermiques à côté que finalement, ça vient compenser ce gain-là, quoi. Donc il y a aussi un vrai problème de consommation et de mode de vie encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous regardez des films, si vous aimez les films, moi j'aime beaucoup les films et les séries, malheureusement. Mais en fait, il y a une étude, alors je n'ai pas retrouvé la source, mais j'ai gardé ce chiffre en tête que j'ai vu passer cette année. En fait, le bilan carbone moyen d'un héros d'un film est de 100 tonnes de CO2 par an. Bon, c'est une estimation quand on voit un James Bond dans un film comme ça, avec une énorme voiture et des gadgets dans tous les sens. 100 tonnes de CO2, pour rappel, notre objectif pour atteindre les accords de Paris, c'est 2 tonnes par personne. Donc vous voyez, il y a un peu de chemin encore pour créer des nouveaux imaginaires qui donnent envie de ressembler à un héros un peu sobre. On va rester dans les transports. La mauvaise nouvelle de l'année, c'est que l'année dernière, on a accueilli Railcoop ici, qui était venu nous présenter leur concept, leur projet de développer un nouveau programme de rail en France. Malheureusement, Railcoop a mis la clé sous la porte le 27 mars dernier, donc ça c'est fini. Ils n'ont pas pu survivre à ça, ils n'ont pas réussi à passer les barrières administratives, les barrières financières. Il y avait des frais de garage pour leur train qui étaient plus de 800 000 €. Donc c'était vraiment énorme et finalement SNCF Réseau n'a pas facilité les choses pour qu'ils puissent se développer. Donc on peut dire qu'ils ont plutôt essuyé les plâtres, ils ont peut-être ouvert une voie, mais pour eux ça n'a pas marché, donc on espère maintenant qu'il va y avoir peut-être d'autres options et d'autres personnes qui vont essayer de prendre la suite. Mais voilà, c'est un peu triste de les avoir accueillis et de voir que finalement ça n'est pas allé jusqu'au bout, mais ils ont testé au moins. Si on reste dans le train, en juillet 2023, il y a eu cette étude aussi de Greenpeace qui était sortie et qui nous a dit, en fait, aujourd'hui en France, l'avion coûte 2,6 fois, le train coûte 2,6 fois plus cher que l'avion. Ce qui est quand même, encore une fois, hallucinant. On le voit tous, si on veut partir en week-end, c'est beaucoup plus facile de prendre l'avion en termes de timing et en termes de prix que de prendre le train. Pour le temps, c'est beaucoup plus confortable d'être dans un train, mais malheureusement, ça ne change pas. Et en Europe, c'est la même chose. Aujourd'hui, le vol le plus utilisé en France, c'est Paris-Toulouse. C'est 4h30 de train. Ça doit être à peu près la même chose entre le moment où vous allez à l'aéroport, vous prenez votre avion, vous allez être là 1 heure avant et après vous allez jusqu'au centre de Toulouse. Donc en fait, c'est quand même assez hallucinant que les gens prennent encore l'avion pour des si petits trajets. Et pour info, si on reste dans le train et pour finir là-dessus, vous avez vu passer hier ou avant-hier qu'il y a le Pass Rail qui est sorti à 49 € pour les jeunes, qui est probablement pas parfait, mais on est dans un premier pas qui est pas mal inspiré de l'Allemagne aussi. Peut-être que nos amis de Protector Winters nous en parleront tout à l'heure sur scène. On passe au sport. Des règlements climatiques va-t-il changer les règles du sport? Aujourd'hui, cette année, en tout cas en 2023, on a eu des marathoniens qui ont dû courir de nuit pour échapper aux fournaises du Qatar pendant les mondiaux. On a des annulations d'épreuves de skieurs à la masse. On a eu beaucoup d'épreuves de ski qui ont été annulées, des quantités de neige dégradées, du danger pour les compétiteurs de ski. On a même un Medvedev, champion de tennis, qui a alerté lors d'une compétition, qui nous a dit un joueur va mourir et ils vont voir. Donc voilà, il a alerté aussi la Fédé là-dessus. Les chaleurs sont de plus en plus
dramatique et pour la pratique d'un sport intense, c'est de plus en plus difficile. Et dernièrement, il y a un Français, Arthur Cazot, qui pareil, a été victime d'un malaise sur un court pendant qu'il jouait. Donc on est vraiment en train de toucher les limites de notre sport dans des températures qui sont plus supportables. On estime, je crois qu'à un plus 4 degrés sur la planète, c'est moins 22 jours de sport par an, et ça sera peut-être bien plus si ça continue comme ça. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le sport. Cette année, en tout cas, j'ai assisté à un atelier que notre ami Florian a fait aussi autour des athlètes et de l'influence des athlètes dans les sports outdoor. Il y a 2 slides qui m'ont marqué, que j'ai repris là, qui sont en fait finalement les vecteurs d'influence dans notre société, dans le monde, depuis l'an 0, hein, où finalement, au départ, c'était plutôt les politiciens, les religieux qui nous influençaient, et petit à petit, ça s'est transformé. Les écrivains, les artistes ont été un gros vecteur d'influence. Les scientifiques aussi, on voit le carré bleu ici. Et ça s'est transformé, ça a évolué. Et en fait, depuis 1950-2000, en fait, on voit que les sportifs prennent une place de plus en plus grosse. Et en fait, dernièrement, on en est là à peu près. Donc là, on en est quand même aux joueurs de foot qui ont la plus grosse influence dans le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un joueur de foot qui dit quelque chose sur ses réseaux sociaux, il est capable de faire changer beaucoup plus de choses qu'un politique. Donc voilà, ça dit beaucoup de choses de notre société aussi. C'est pas une super bonne nouvelle, même si les skieurs, là, dans le 1,66%, on a peut-être des choses à faire avec Protector Winters toujours. Mais voilà, c'est pas un sujet facile. 70%, c'est plutôt des sportifs, on voit. Donc pourquoi pas utiliser aussi leur influence. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle là-dedans. C'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'ombre climatique, que j'ai appris aussi un petit peu cette année. Je ne voyais pas ce concept comme ça. Mais aujourd'hui, comme un sportif, il a un impact, évidemment, il voyage pour ses compétitions, pour tout ça. Par contre, quand il prend la parole, il a un vecteur d'influence très fort. Donc s'il prend de la parole pour des sujets positifs, s'il a envie d'aller montrer des bonnes pratiques, eh ben, il peut faire changer énormément de monde. Donc c'est ce qu'on appelle l'ombre climatique, c'est l'influence positive que tous ces athlètes pourraient avoir. Donc comment on peut les utiliser, comment on peut faire en sorte que ces gens-là soient un peu plus vertueux et surtout donnent l'exemple et en parlent à leur communauté. Si on reste dans le sport, les JO commencent là dans quelques semaines. Ça doit être les JO les plus écologiques de l'histoire. Il y a un rapport qui est sorti le 15 avril dernier qui dit que ce n'est pas forcément le cas. Ça ouvre un débat en tout cas. L'empreinte carbone des JO, elle devait être à peu près de 1,58 millions de tonnes de CO2. Donc voilà, pour 3 semaines de Jeux Olympiques, c'est quand même sacrément conséquent. Et pourtant, ça reste ambitieux. Normalement, c'est beaucoup plus. Donc ça, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils pensent que ça va être à peu près ça. Mais le rapport nous dit que ça va être très difficile à vérifier et que ça va probablement pas être respecté. Aujourd'hui, on estime qu'il y a quasiment 2 millions de personnes qui vont venir en avion en France là, pour ces 3 semaines de JO. Enfin, un peu plus de 3 semaines parce qu'il y a les Jeux paralympiques. En plus de ça, il y a des chantiers, il y a de l'impact sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols. Finalement, la limite planétaire qu'on voyait tout à l'heure est largement impactée aussi. Donc, est-ce que c'est encore finalement des événements soutenables qu'on peut organiser comme ça ? Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des JO d'hiver 2030. Je crois que c'est un sujet qui sera abordé après aussi. Aujourd'hui, c'est pas encore gagné, c'est pas encore finalisé. On n'a pas la réponse du CEO si ça va bien se passer ici, mais si ça se passe ici, voilà, comment on fera pour s'en emparer de la meilleure des manières. C'est un gros challenge qui nous attend ici. Quand je dis nous, là, dans les communautés de la montagne, on va vraiment, je pense, créer du débat, des frictions probablement, et j'espère qu'on arrivera à prendre ce challenge. Si on reste dans les territoires de montagne, j'ai un petit bug. Eh bien, si on reste dans les territoires de montagne, c'est bon. Si on reste sur les territoires de montagne, il y a ce petit outil que vous avez peut-être vu passer si vous suivez les passeurs, et on l'a mis dans la veille des passeurs il y a quelques temps. Ça s'appelle ClimateDiag, qui est fait par Météo France. C'est un petit site internet sur lequel vous pouvez aller rentrer votre commune à cet endroit-là, et vous pouvez vérifier différents critères. La température moyenne, le cumul de précipitations, le nombre de journées chaudes ou très chaudes, et les nombres annuels de jours de gel que j'ai mis là. Et vous avez 3 timings, 2030, 2050, 2100. Et vous pouvez vous projeter dans le futur de votre commune. Aujourd'hui, Bourg-Saint-Maurice, je l'ai mis là. Donc si demain les JO arrivent ici, en 2030, bon là j'ai mis plutôt 2050 comme valeur, mais aujourd'hui on est à 213 jours de gel ici par an. Ça caille quand même à Bourg-Saint-Maurice globalement. On sera plutôt à 174 jours de gel en 2050, pardon.
ce qui réduit drastiquement aussi donc la production de neige, évidemment. Donc ça implique beaucoup de choses. Mais je vous invite à aller tester ça pour votre commune, c'est intéressant. Les stations de ski, malheureusement, celles de basse altitude, celles qui sont beaucoup plus basses que les arcs ici, elles sont touchées de plein fouet par ce changement climatique. C'est passé sur CNN, pourtant c'est une toute petite station qui se trouve au-dessus d'Annecy. Ça s'appelle la Sambuie. Pour la petite histoire, moi c'est un endroit où j'aimais beaucoup aller skier. Il y a des lignes de poudreuse incroyables dans la forêt qui sont toutes cachées. C'est connu que des locaux ou des petites familles. Il y a des oiseaux qui passent. Vous avez vu, la nature est là. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Et cette station, malheureusement, elle a fermé cette année. Elle a fermé en 2023, l'été dernier. C'était une station. L'été dernier, j'y suis allé avec Chiloé, qui sont par là aussi. On est allé faire un tour là-haut pour un séminaire. Et en fait, le télésiège était plein. Il était plein de gens qui montent, qui descendent pour aller se balader. Et malgré tout ça, la station a fermé. Donc, il y a plein d'autres raisons aussi politiques. Mais on est là sur une des premières, parce que ce n'est pas la seule, témoin du changement climatique et du manque de neige, du manque de rentabilité qui font qu'on estime qu'il y a 40% des stations de ski françaises qui vont fermer en 2050, avant 2050, par ce manque de rentabilité. Et ça passe sur CNN quand même, c'est impressionnant. On va finir sur deux, trois infos importantes quand même. Aujourd'hui, on a un pacte vert en Europe. Vous en avez entendu parler, on en entend énormément parler en ce moment. Ce pacte vert européen, il est largement menacé par la montée des droites au pouvoir. Et il est vraiment remis en question par tous les partis plutôt de droite qui veulent le réformer. Les élections, c'est dans 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. 3 jours, ouais, c'est ça. Le 9 juin, exactement, et c'est là. Donc je compte sur vous pour aller voter. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, je fais beaucoup de promos pour Protect Our Winters, mais il y a des outils bien faits pour aller voir ce que font les différents partis pour l'environnement, pour le climat. C'est vraiment intéressant à aller voir, donc je vous encourage à aller voter. J'espère que si vous n'allez pas voter, vous avez fait votre procuration. C'est bon, monsieur le maire, j'ai fait le job ou pas? Dernière mauvaise nouvelle, pour finir, c'est que finalement, avec tout ça, en fait, on nous prépare finalement à la catastrophe, on nous prépare à l'apocalypse zombie. La Croix-Rouge française nous conseille aujourd'hui de faire un katakit. Donc voilà, il y a du business à faire pour les marques outdoor dans la salle peut-être, à préparer des petits sacs et des petits accessoires. En plus, c'est super cool, il y a des super jolis petits dessins pour préparer ça avec ses enfants, pour vivre l'apocalypse tous ensemble et en rigolant. Ça va être vraiment très bien. Donc, mais c'est pas une blague, hein, c'est vraiment des recommandations de la Croix-Rouge. Préparez votre katakit en cas de catastrophe climatique ou d'apocalypse zombie, mais ça, c'est à vous de choisir. Voilà, ça c'était la phase un peu difficile est passée. Il me reste un peu de temps. Ouais, c'est bon, on est large, on a commencé en retard. On va passer sur les bonnes nouvelles. Ça y est, ça va être beaucoup plus joyeux. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Bon, la première bonne nouvelle, c'est que le trou dans la couche d'ozone, donc ceux qui ont moins de 30 ans ne connaissent peut-être pas, il y a eu un trou dans la couche d'ozone dans les années 80-90 dont on a beaucoup entendu parler. On a tous cru qu'on allait mourir brûlés par le soleil. Et finalement, grâce à des réglementations, grâce à des mises en œuvre de politiques dans le monde entier, finalement, on a réussi à reconstituer, ou en tout cas, on est en train de reconstituer la couche d'ozone. Aujourd'hui, on estime qu'en 2066, ce trou qui se trouve au-dessus de l'Arctique sera refermé, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On peut y arriver, même quand c'est très compliqué. La baisse de la déforestation aussi, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déforeste encore beaucoup, mais en fait, le rythme se réduit. C'est-à-dire qu'on déforeste de moins en moins vite. Il y a une réduction de 63% par rapport à la même période de l'an dernier. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On essaye de préserver de plus en plus nos forêts dans le monde entier, notamment en Amazonie, et on y arrive de plus en plus. C'est pas encore gagné, mais on y arrive. Et en plus, en France, vous l'avez vu aussi passer récemment, les énergies renouvelables sont de plus en plus présentes. Aujourd'hui, 30% de la part de nos énergies en France vient d'énergies renouvelables. Le reste, c'est principalement du nucléaire. Donc de la même manière, on a du développement de ces énergies-là qui viennent remplacer nos énergies fossiles petit à petit. Plutôt bonne nouvelle. En plus de ça, on a des centrales à charbon qui ferment de plus en plus. En France, c'est déjà le cas depuis pas mal de temps. Mais le G7 s'accorde aujourd'hui à fermer la plupart des centrales à charbon d'ici 2035. Il faut savoir que les centrales à charbon, c'est la première source de génération d'énergie dans le monde. Aujourd'hui, dans des pays comme la Chine, par exemple, c'est là où on produit le plus d'énergie avec du charbon. Cette énergie, elle est utilisée pour faire tourner des machines à tisser, par exemple, pour fabriquer des vêtements que vous avez sur vous. Et si c'est un vêtement qui vient de Chine, il est probablement fabriqué avec de l'énergie fossile. Et donc, il émet énormément de CO2. Si demain, on est tous sur de l'énergie renouvelable, les vêtements que vous porterez sont beaucoup plus vertueux, sans que vous ayez forcément à faire beaucoup plus d'efforts.
On passe sur la partie consommation et tech aussi maintenant. La moitié des Français sont convaincus par les téléphones reconditionnés usagés. Qui dans la salle a déjà acheté un téléphone ou un ordi reconditionné? Oh là là, les bons élèves. Alors qui est mauvais élève? Donc c'est cool, effectivement. Aujourd'hui, on a plus de 45% des Français qui ont déjà possédé un smartphone d'occasion en 2023. Ils étaient seulement de 27% en 2018. Donc vous voyez que l'évolution, elle est drastique. Aujourd'hui, c'est facile, ça donne envie. On a des campagnes de com, de back market par exemple, qui marchent assez bien là-dessus. Si vous avez l'occasion d'aller sur ce site de Back Market, il y a une petite plateforme, il faut la trouver un peu, mais qui vous explique le pourquoi aussi. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un téléphone reconditionné, quels sont les impacts de nos petits objets électroniques du quotidien et comment finalement on va arriver grâce à du reconditionné à en diminuer l'impact. Ça ne veut pas dire qu'il faut le surconsommer, quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est comme Vinted, il ne faut pas surconsommer de la seconde main. Et l'idée, c'est d'aller acheter du durable, mais quand on doit en acheter un, essayons de privilégier la seconde main et le reconditionner. Et quand on veut vraiment faire réparer des objets qui sont un peu vieux, il y a ce qu'on appelle le bonus réparation, qui est apparu en France récemment. Le bonus réparation, ça vous permet de faire réparer vos téléphones, évidemment, mais aussi vos appareils de cuisine, de cuisson, d'électroménager, vos vêtements aussi. Vous allez chez le réparateur et finalement, l'État va vous financer une partie de votre réparation. Si vous n'étiez pas au courant, ça vous permet d'aller faire réparer vos t-shirts, vos vestes, vos jeans, vos appareils ménagers, vos téléphones. Et donc ça c'est assez intéressant. Vous avez un site qui est très bien fait avec toutes les différentes aides et montants qui sont associés à ça. Je vous invite à aller voir ça. On va parler un peu chiffon maintenant. Aujourd'hui, on est en train d'avancer sur la partie éco-score des textiles. C'est-à-dire que dans quelques mois, voire une année, en 2025, on va avoir un éco-score affichage environnemental des textiles. Donc vous allez avoir un petit affichage comme sur les frigos, sur vos vêtements, A, B, C, D, E, ou quelque chose dans l'esprit, c'est pas encore complètement défini, qui va nous permettre à tous de faire un choix conscient aussi dans l'achat de nos vêtements. Aujourd'hui, quand on est dans un magasin, c'est très difficile de définir qu'est-ce qui est écologique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ben, en fait, l'État va nous faciliter les choses avec cette classification qui rentrera en vigueur de manière volontaire en 2024, là, mais de manière obligatoire en 2025. Et si on reste sur le textile, une autre petite info sur Patagonia. Vous avez peut-être entendu parler cette année, ils ont fait don finalement d'une grosse partie de leur entreprise à une fondation. C'est-à-dire que maintenant tous les bénéfices de Patagonia sont reversés à cette fondation, et cette fondation elle reverse des sous, en tout cas elle avait prévu de reverser des sous à des associations. Et aujourd'hui, ils ont fait, cette année en 2023, ils ont fait leur premier don aux associations, un don de 5,2 millions de dollars. C'est un don quand même conséquent pour des assos. Donc ça montre que le système fonctionne. Je trouve ça assez chouette. Moi j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu ça au début, j'y croyais pas forcément. Et en fait je trouve que voilà, quand on en arrive là à faire des dons de 5 millions d'euros à des assos pour préserver la biodiversité, on a quand même franchi un gap assez intéressant. Si on reste dans le textile, vous avez vu passer cette loi sur la fast fashion. Aujourd'hui, on est en train de limiter les marques de fast fashion en France. On a réussi à faire passer cette loi qui a été bien édulcorée, mais qui est quand même présente. Aujourd'hui, on interdit la publicité de toutes ces marques de fast fashion. On essaye d'interdire la publicité via des influenceurs, qui était quand même le gros vecteur de pub pour ça. Et en plus de ça, on a des pénalités pour les produits les plus impactants sur l'environnement. Ça peut aller jusqu'à 50% du prix de vente et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros dans le futur, d'ici 2030. Donc on voit que les réglementations évoluent aussi dans le bon sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si on reste sur la réglementation, il y a des trucs qui apparaissent aussi, je dis des trucs parce que c'est des choses assez complexes. Je ne sais pas si vous êtes intéressés à la CSRD. CSRD, c'est finalement la nouvelle réglementation européenne qui nous oblige à faire des rapports d'impact pour les entreprises d'une certaine taille pour l'instant. Des rapports d'impact avec on appelle ça des analyses de matérialité pour déterminer quels enjeux sont matériels et sont importants pour l'entreprise. Ça change beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas du tout entamé une démarche RSE et qui du coup se plongent là-dedans grâce à cette loi. Ça les pousse à aller creuser un petit peu ces enjeux-là. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle et que ces réglementations évoluent dans ce sens-là. Et on reste sur la réglementation, finalement la loi va nous sauver, je sens que la loi va nous sauver. La France a interdit les néonicotinoïdes récemment, cette année, ça a été un gros combat. Évidemment tous les pesticides ne sont pas interdits, mais celui-ci a réussi à ne pas faire d'exception, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de règles qui sont posées même au niveau européen, et après les pays essayent de trouver des exceptions. Par contre, celui-ci, normalement, a été validé, donc on espère que ça va durer. On n'utilise plus de néonicotinoïdes en France. Par contre, des produits chimiques, on en utilise encore beaucoup. Vous avez peut-être vu ce lac et cette affaire des PFAS, des
les polluants éternels, on appelle ça. Dans l'industrie ici de l'outdoor, de la montagne, on connaît bien ça parce qu'on en a tous sur nos vestes imperméables. Historiquement, c'est très utilisé évidemment dans les poêles anti-adhésives. Tefal est plutôt pointé du doigt. Camille Etienne a d'ailleurs sorti un documentaire très intéressant, très édifiant à ce sujet-là. Ça, c'est un petit lac qui est à Rumilly, donc pas très loin d'Annecy. C'est un lac dans lequel la baignade est déconseillée, voire interdite, parce que en fait, les différents rejets de l'usine Tefal, voire même de Salomon à une époque, quand ils ne maîtrisaient pas trop bien ça, du coup, a créé des concentrations, des taux de concentration de PFAS hyper importants dans ce lac-là. Donc c'est un vrai problème là très localisé sur ce lieu-là, mais en fait on retrouve des traces de PFAS partout dans le monde. Il y a une étude de Greenpeace qui date d'il y a quelques années où c'était vraiment assez hallucinant de voir comment on en retrouvait dans les lacs d'altitude ou en Antarctique. Une dernière loi, l'ONU a adopté aussi un traité pour protéger la haute mer. On n'a plus le droit de complètement bousiller la haute mer allègrement parce que la haute mer n'appartient à personne. Donc l'ONU s'est emparée de ce sujet-là pour essayer de la protéger. C'est plutôt une très bonne action. Ça a été poussé par des associations comme Bloom notamment. Et on sort un peu des lois, mais finalement il y a même des gens qui veulent être taxés, qui veulent des lois en plus. C'est intéressant de voir ça. Il y a un collectif d'ailleurs dans le textile qui s'occupe de ça, qui s'appelle En Mode Climat, qui essaye de pousser pour avoir plus de réglementation pour les fabricants de textiles. Mais en fait, il y a des riches aussi qui aimeraient bien être taxés plus. Donc il y a cette jeune héritière, l'héritière d'une entreprise de chimie en plus, BASF, à Davos. Elle a pris ce panneau-là et elle a demandé à être plus taxée. Elle aimerait bien plus contribuer finalement pour plus contribuer à sauver la planète avec tous les moyens qu'elle peut avoir. Il y a aussi un groupe, il y a 250 Américains, une espèce de collectif de millionnaires qui s'est regroupé aussi, dont les revenus dépassent les 1 million de dollars annuels. Et donc, ils voudraient être plus taxés. Ils voudraient donner et contribuer beaucoup plus de manière obligatoire. Donc, ils militent pour ça, ils militent pour des changements de loi, pour que ça concerne tout le monde, évidemment, pas que. Maintenant, on va rester sur un peu les petits outils. Les bonnes nouvelles, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du petit outil pour la température, etc. On peut finalement aussi prévoir ce qui va se passer autour de chez nous avec ce petit outil qui va bientôt sortir. Je crois qu'il sort là dans les mois qui viennent. Il est fait avec IGN. C'est un petit outil qui vous permet de vérifier finalement comment ça sera en 2050 chez vous physiquement. À quoi ça va ressembler la carte chez vous. Est-ce que la rivière sera élargie de plusieurs mètres? Est-ce que l'océan aurait avancé de 3-4 mètres? Finalement, vous allez avoir un aperçu assez infini de tous les scénarios que votre commune ou votre territoire va pouvoir vivre dans les années à venir. Bretagne, résidence secondaire, j'avais aussi cette petite bonne nouvelle. On voit que ça sensibilise de plus en plus de gens de se dire les résidences secondaires sont un problème parce qu'elles sont souvent peu occupées. Elles doivent être taxées, donc il y a des territoires qui s'en emparent en se disant oui, il faut qu'on commence à réguler le marché des résidences secondaires. C'est le cas ici aussi, c'est le cas dans nos territoires. D'ailleurs, c'est le cas à Bourg-Saint-Maurice. Ici, aujourd'hui, il y a, monsieur le maire pourra le confirmer, aujourd'hui on a un territoire qui a décidé de majorer de 40% la part communale sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, ce qui permet de financer après des projets d'habitat locaux. Donc c'est vraiment une très bonne initiative qu'on peut saluer ici. Je finis sur des petites choses rapides que vous avez sûrement dû voir. La Cour des comptes qui nous alerte. Aujourd'hui, les stations ne sont pas encore au niveau en termes d'adaptation au changement climatique, en termes d'adaptation aux évolutions qu'on va subir. Donc il y a eu ce rapport qui est sorti cette année sur la prise en compte du changement climatique dans les stations de ski. C'est pris en compte, je fais un peu d'auto-promo pour le territoire, mais au fait aujourd'hui, ici on est dans une station ADS qui est certifiée Bicorp. Vous avez une conférence tout à l'heure, je vous invite à aller voir ce qui est fait localement sur le territoire pour avoir cette certification Bicorp et justement pour préparer cette transition. Des stations, il y a des bons exemples un peu partout aussi. En Ariège, un collectif de stations finalement qui rassemble 8 petites stations de ski qui s'est rassemblé pour essayer de transformer leur station de ski en station de montagne, donc pour que ça vive toute l'année et qu'elle se prépare finalement à un véritable changement parce qu'à ces altitudes-là, la neige devient de plus en plus rare. Et si on reste dans le tourisme, on a aussi les transports qui sont forcément un des impacts principaux du tourisme. Aujourd'hui, il y a cette région en Normandie qui finalement récompense les touristes qui viennent en train en leur donnant des réductions sur plein d'activités touristiques et culturelles. Encore une fois, c'est le cas ici aux Arcs aussi. Encore une fois, un peu d'auto-promo. Si vous arrivez en train, le funiculaire est offert. Si vous allez à la Rosière, pareil, si vous venez en train, vous avez des réductions sur les forfaits de ski. Donc en fait, on voit que de plus en plus, les offices du tourisme et les acteurs touristiques se prennent en main pour essayer de favoriser les transports un peu plus doux pour venir pratiquer et prendre des vacances.
L'imaginaire aussi, cette année on a vu un boom énorme des imaginaires, des nouveaux récits, du design fiction. L'exemple de Tignes qui avait travaillé sur Imaginons 2050 par exemple, on a plein d'exemples, que ce soit dans les entreprises, avec Picture avec qui on a travaillé ça il y a quelques temps, avec Millet également. C'est vraiment des sujets clés. Là-bas, vous avez vu, il y a une petite table avec des magazines, les passeurs qui ont été assez précurseurs dans ce domaine du design fiction et qui ont vraiment travaillé sur des ateliers, créé du contenu et maintenant des magazines et des newsletters sur ces sujets-là. Je vous invite à aller acheter des magazines, ils sont en libre achat là-bas avec des petits QR codes si vous voulez contribuer. Et quand on est dans l'économie de demain, on voit que ça marche aussi dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça c'est le dernier congrès du CJD. Aujourd'hui, le dernier du congrès du CJD, il s'appelle l'économie de demain. Et en gros, il y a marqué sobriété. Ça, c'est un gros marqueur aussi pour les jeunes dirigeants. Sobriété, ça ne parle pas de décroissance, mais on parle quand même de sobriété, c'est quand même un gros pas. On parle de perma-entreprise, d'entreprise régénérative, donc on parle de nouveaux modèles. Et on voit que si les jeunes dirigeants s'y mettent, ça donne de l'espoir. Et dans les entreprises, ça change aussi. Donc je vais passer rapidement là-dessus, mais il y a eu le baromètre RSE qui sort chaque année, qui est de plus en plus positif. Les équipes sont de plus en plus sensibilisées. Il y a de plus en plus de responsables RSE, de budget, d'indicateurs RSE dans les entreprises. C'est quand même un petit peu pour l'image de marque. C'est quand même le premier critère. Les entreprises font ça d'abord pour l'image de marque, mais le deuxième critère, c'est aussi pour une volonté de la direction. Donc on voit que ça avance vraiment. Il y a même des formations à l'entreprise régénérative, accompagner les entreprises sur le chemin du régénératif. Si vous voulez vous former à ça, voilà, il y a la Butterfly School qui lance une formation. D'ailleurs, ça commence bientôt, je crois que ça commence le 19 septembre, à la fin de l'été, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce type de sujet. Et dans les entreprises, on a des exemples aussi de nouveaux métiers. Leroy Merlin qui a créé un métier de responsable innovation énergétique, parce qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique, c'est une des solutions pour réduire notre impact sur le climat. Leroy Merlin s'est lancé à créer des nouveaux métiers en utilisant évidemment les ressources de l'entreprise. On fait même des nouveaux business d'alimentation. Ça, c'est plutôt l'alimentation animale ou protéinée pour les animaux. Donc avec des larves de mouches. Vous avez pu voir ça. Peut-être il y a une émission qui est passée il n'y a pas très longtemps. Hyper intéressant. C'est un énorme business de l'alimentation animale. On vient souvent planter du soja au Brésil et on crée de la déforestation. Et là, on a des alternatives avec des insectes en France ou en Europe. Et c'est un peu le futur et l'avenir de l'alimentation animale. Et si on reste dans les nouvelles images et dans la culture, enfin plutôt si on bascule sur la culture pour finir, Newtopia, nouvelle société de production de Cyril Dion, Magali Payen et Marion Cotillard, qui vont essayer de promouvoir les nouveaux récits dans les films, les séries et tout ce qui est audiovisuel. C'est aussi un nouveau marqueur, ces nouveaux imaginaires, on a besoin d'imaginer comment va être notre futur, pour pas qu'il soit chiant, pour pas que l'écologie, ça soit ne plus voyager, ne plus manger, ne plus s'habiller, ne plus rien faire. Donc finalement, on a besoin de ces nouveaux imaginaires et eux ont développé cette société de production pour ça. Et ils étaient au Festival de Cannes pour présenter ça, cette New Ecological Way of Life. Un petit mot aussi sur cette partie MeToo, c'est aussi ça, c'est aussi de transition, on ne parle pas que d'écologie. Au Festival de Cannes, on a eu aussi, 7 ans après le lancement du mouvement MeToo, finalement cette tribune d'actrices et de femmes des métiers du cinéma qui ont lancé cet appel dans le monde le 14 mai dernier à l'ouverture. Il nous faut une loi contre les violences sexuelles en France et notamment aussi dans le cinéma. Ça fait écho aussi à cette liste des noms qui avaient été déployés l'année dernière. Si on reste sur le Festival de Cannes, c'est un petit signe faible aussi, mais il y a une boîte qui s'appelle EcoProd qui maintenant a un espace sur le Festival de Cannes, fait de la formation pour tous les réalisateurs de films et les équipes de production. Et surtout, il y a un label EcoProd qui est décerné au Festival de Cannes aux films les plus écologiques, qui respectent le plus tous les critères écologiques. Il y a des systèmes de mesure, c'est assez hallucinant. Le monde sans fin, j'allais dire la fin dans le monde, non, rien à voir. Le monde sans fin, la BD qui a été le plus vendue en 2022, qui est encore dans les tops des ventes 2023, c'est quand même une bonne nouvelle. Les gens lisent ces sujets de transition et sont de plus en plus sensibles. De la même manière, il y a d'autres livres un peu plus discrets et un peu moins visibles, qui sont intéressants à lire. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? Je vais pas vous poser la question en direct, mais ce qui est intéressant à noter dans ce livre-là, en tout cas, c'est que finalement les pays de forte natalité ne sont responsables que de 3,5% des émissions mondiales de CO2, 3,5%, alors qu'ils abritent plus de 20% de la population. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de nombre,
c'est plutôt un problème de mode de vie. Il n'y a pas très longtemps, Aurélien Barraud est venu faire une conférence à Annecy dans le cadre de la FNE, et en fait, il y a une question qui a été posée dans le public. On est bientôt 10 milliards sur la planète, est-ce qu'il est encore raisonnable de faire des enfants? Sa réponse, c'était la même, c'était qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas notre démographie, ce n'est pas le nombre de personnes sur la planète, mais c'est plutôt notre mode de vie. Et on finit sur la culture encore, 2-3 petites news sur la partie environnement. Ouais, il faut qu'on enchaîne. Hein. C'est vrai. Tu m'avais dit de tenir 45 minutes, j'ai tenu 45 minutes. Le nouvel album de Billie Eilish, qui n'est pas terrible, mais par contre, le vinyle est fait en recyclé, donc achetez-le pour ça au moins. Juste pour vous dire que l'industrie du vinyle, qui est quand même une industrie niche, se lance dans le recyclé, se lance dans le biosourcé même, donc même des industries comme ça sont en train de changer. Et l'industrie de la musique, elle bouge aussi avec Massive Attack. Massive Attack, cette année, a fait une énorme étude sur la transition du domaine culturel, avec un plan d'action pour restructurer l'industrie musicale, notamment, et lutter contre la crise climatique. Donc il y a un vrai truc, il y a un film court que vous pouvez aller voir sur Internet qui est hyper intéressant là-dessus. Et Chaka Ponk, de la même manière, qui arrête sa carrière, qui arrête les tournées. Chaka Ponk est un énorme groupe français de punk rock, et qui du coup nous dit... notre métier n'est plus soutenable, donc il faut qu'on fasse autre chose. Ils vont s'engager dans des associations et essayer de travailler sur aussi la transition du métier de la musique. En culture, pour finir, Greenwashing Comedy Club, ils sont parmi vous, là, ils sont cachés parmi vous. Ils interviendront cet après-midi sur un Rex, ils feront la clôture, mais en fait c'est pour montrer que la culture et l'humour finalement s'emparent aussi de ces sujets de transition. Thomas VDB, Florent Père, Swan Périssé, qui a plus de saison, Guillaume Meurice, grosse actualité, Guillaume Meurice en ce moment, qui finalement nous crée des spectacles qui nous font rire avec ça, et c'est un peu ce qu'on a voulu pour la clôture, c'est vous faire un petit peu rire et avec ces sujets des fois un peu difficiles. Et aujourd'hui, qui va faire le marathon du Mont Blanc? Bravo, il y en a un. Et ça, franchement, c'était un coup de bol, je n'allais pas poser la question, je me suis dit, on ne sait jamais. Bien joué. Est-ce que tu vas y aller en train? Ok, parfait. Aujourd'hui, 40% des tickets du marathon du Mont Blanc sont dédiés à ceux qui viennent avec un ticket de train, qui viennent en train au marathon du Mont Blanc. On voit qu'il y a aussi un changement de paradigme là, dans ces gros événements. Aujourd'hui, c'est 10 000 coureurs, hein, le marathon du Mont Blanc. Donc on voit que ça change, donc ça veut dire qu'il y a un gros changement de modèle qui s'opère. Et je finirai avec une note un peu plus poétique. Les Maoris de Nouvelle-Zélande qui veulent protéger les baleines. En Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, ils protègent des montagnes et ils leur donnent une entité juridique. Ils ont protégé un fleuve, une montagne, et maintenant ils veulent faire la même chose avec les baleines. Donc, petite note poétique pour finir. On peut aussi faire comme ça pour changer le monde, donner un peu plus de personnalité, donner une place vraiment aux vivants parmi nous. Voilà. J'espère que ça va un petit peu mieux, que ça vous a un peu plus donné le sourire et la motivation pour la journée. Je finirai là-dessus, juste avant de passer à Mountain Riders le micro. Une petite section qu'on aime bien chez AirCop. Quel progrès peut exister si on n'a pas la joie de vivre? Donc gardons la joie de vivre, gardons le sourire. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Surtout ne bougez pas, on enchaîne. Nous, c'est Mountain Riders, Colline et moi, Camille, et on va prendre quelques minutes de votre temps aujourd'hui pour célébrer. Et célébrer, ça fait du bien dans les démarches de transition. On va célébrer des nouveaux territoires labellisés Flocon Vert. Et en quelques minutes, on va vous raconter ce que c'est concrètement le Flocon Vert. Et avant ça, pour vous embarquer avec nous, on va déjà vous proposer de vous lever. Bon, l'idée, c'est une petite mise en chauffe sur les sujets qu'on traite. Je vais vous poser 2 questions. Si vous êtes d'accord avec la question, vous restez debout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous asseyez. Avec l'affirmation. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Les JO, c'est le monde d'avant. Pas d'accord, on s'assoit. Il faut oser, hein. Sans le ski, tout est fini. Ok. Pas d'accord, assis, d'accord, debout. Ok, super. Maintenant, je vais vous proposer une dernière petite expérience. Vous allez tous vous lever.
Vous allez tous choisir, avec les yeux, 2 personnes devant vous, autour de vous. Vraiment, il faut les choisir, sinon l'expérience ne fonctionne pas. Donc, je compte sur vous. Vous choisissez 2 personnes. OK ? Une première personne que je vais nommer va s'asseoir. Dès que les personnes que vous allez choisir vont elles-mêmes s'asseoir, vous allez les suivre et vous asseoir aussi. OK ? Est-ce que vous me suivez ? OK. Vos choix sont faits ? OK, super. Yann, tu commences. On s'assoit quand les personnes qu'on a choisies sont elles-mêmes assises. A priori, ça ne peut pas bloquer. Enfin, si, ça peut, mais... Ok, ça ne bouge plus. Ok. Tout ça pour vous partager un gros mot chez Mountain Riders qui nous occupe bien, qui est celui de la complexité. Comment aujourd'hui, dans un monde qui se polarise, où en fait on doit avoir un avis sur tout, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, le ski c'est fini ou pas. En fait, l'enjeu, c'est pas forcément d'avoir une réponse ferme aux questions qu'on se pose, mais plutôt d'admettre que la complexité, elle fait partie des enjeux qu'on a à relever collectivement, et que là, ce que vous venez de vivre, c'est tout bête, tout simple, mais ça montre à quel point on est en interconnexion et à quel point les éléments vivants sont interdépendants. Et ça, aujourd'hui, dans toutes nos réflexions et nos actions, on doit en tenir compte, on est tous liés. Et dans notre démarche Flocon Vert, on essaie de le mettre en œuvre avec cette approche globale qu'on va vous présenter juste après. Et puis c'était aussi une façon de mettre, en tout cas de redonner les lettres de noblesse au débat, parce qu'aujourd'hui on en a besoin, vraiment. Et le débat, à la base, il est là pour éviter de se battre. Et je crois que justement, on est beaucoup en quête de savoir si on est pour ou contre. Et voilà, c'est une invitation à vous dire, finalement, prenons ensemble la responsabilité de donner nos opinions et nos avis en écoutant et en laissant la place à ceux des autres aussi. Pourquoi c'est un gros mot chez Mountain Riders, la complexité ? C'est parce qu'on observe aussi qu'il n'y a pas pas une, mais des transitions. La complexité, en fait, dans les systèmes complexes, il n'y a pas une réponse, il y en a plein. La transition, c'est la même chose, et que finalement, il faut faire avec. Colline, je te... Effectivement, merci beaucoup. L'idée, c'est en fait de vous dire comment, donc c'est une réalité, il y a cette complexité, et comment est-ce qu'on fait, nous, au travers du Flocon Vert, pour traiter cette complexité, et pour essayer de la faire passer un peu plus simplement, disons. Tout d'abord, on s'appuie sur le cahier des charges du Flocon Vert comme un guide, comme un outil. En fait, les territoires s'appuient sur ce cahier des charges comme un outil pour leur transition. Le Flocon Vert, ce n'est pas un label environnemental, c'est bien plus. C'est un label qui va être aussi social, aussi économique. C'est lui-même complexe, vu qu'il y a 20 critères et 68 indicateurs, mais c'était un réel guide dans le changement. C'est un cahier des charges qui est travaillé avec 70 experts, parce que nous-mêmes, on n'a pas toute l'expertise ce serait beaucoup trop complexe, de tout ce qu'il y a derrière. Et il est mis à jour tous les 5 ans, parce que dans ce monde, effectivement, les enjeux sont en constante évolution, et donc on ne peut pas rester sur un cahier des charges qui est fixe. Cette complexité, on l'accompagne aussi. En fait, quand on dit qu'un territoire est labellisé Flocon Vert, et là, tout à l'heure, on vous présentera les deux nouvelles destinations lauréates, c'est pas un territoire avec qui on travaille depuis 2 mois. C'est 1 an à 1 an et demi d'accompagnement, avec des ateliers stratégiques, avec le comité de pilotage, des ateliers participatifs, avec un diagnostic approfondi du territoire et des préconisations sur mesure
qui permettent au territoire d'arriver jusqu'à cette labellisation. Et ensuite, c'est encore un accompagnement une fois, vraiment on ne vous lâche jamais, puisque une fois labellisé, pendant les 3 ans du label, on a tout un accompagnement collectif pour pouvoir justement faire groupe d'une part. Donc on organise des éductours, il y a des groupes de travail thématiques, des groupes de co-développement pour résoudre des problématiques entre référents, mais aussi des outils concrets pour les regarder chez vous le soir, à midi en mangeant un sandwich ou à n'importe quel moment de la journée, avec des webinaires, des ressources partagées, des formations élus et techniciens, une charte des acteurs ou encore un kit de communication, avec comme grands objectifs pour nous de créer un réseau inspirant et solidaire qui existe aujourd'hui. Donc maintenant, on est vraiment sur l'animation de ce réseau et aussi de partager un maximum de connaissances. Et pour résumer du coup ces actions, finalement, si on doit retenir une chose qui nous anime dans cette démarche Flocon Vert, c'est la notion de faire ensemble, de collectif, parce qu'effectivement, là on vous partage une petite citation de Jean-François Noubel qui dit que les grands enjeux de l'humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Donc en fait, notre enjeu principal, c'est bien comment on s'organise collectivement pour résoudre ces problématiques-là. Et du coup, ça se traduit par ce que Colline vous a partagé, les sujets qu'on pousse. Et clairement, ce n'est pas que des prises de conscience. Derrière, c'est comment on adopte des outils, comment on revoit nos gouvernances, comment on se muscle en fait, comment on se forme, comment on transforme nos métiers. Et tout ça, on essaie d'y contribuer avec cette démarche Flocon Vert. Et du coup, parce que les chiffres ont toujours un côté un peu rassurant, on a aussi développé avec G2A pendant 2 ans des indicateurs pour avancer, pour sortir des indicateurs purement économiques, mais avoir aussi des indicateurs sur des critères qui sont sociaux et environnementaux. Donc c'est un projet qui est en train d'être déployé. Donc il y a 5 territoires qui ont été tests, qui ont eu des retours... ils ont envie d'aller plus loin, ils sont convaincus et donc on est en train de déployer ce projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Parce qu'on aime les chiffres. Alors si vous lisez les slides, vous verrez qu'il y a écrit 29 destinations et pourtant il n'y en a que 27 avec vraiment les logos, histoire de laisser quand même le suspense jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, à 10h13, on est 27 destinations lauréates. Dans un quart d'heure, il y en aura 29 parce qu'on en labellise 2 aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a différents niveaux de flocons. Donc, on en a 20 qui sont sur le premier niveau, 7 sur le 2e niveau et pour l'instant, aucune sur le 3e niveau. La marche est encore libre. Et donc, ce qu'on voit vraiment de tout ça, donc ce label, il a 10 ans pour certains et certaines qui ont pu être là pour les 10 ans du label Flocon Vert en novembre dernier. Et surtout, l'intérêt de vous montrer ça, c'est qu'on voit que en 2020, il y avait 7 territoires. Aujourd'hui, il y en a 29. Donc ça nous permet déjà, le fait d'étendre ce réseau, ça nous permet de nous rendre compte aussi de l'impact du Flocon Vert sur les territoires. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'en moyenne, sur les territoires qu'on accompagne, dans les 3 ans de labellisation, sur la notation du cahier des charges, ils gagnent 13,5 points sur 100. Donc ce qui nous fait vraiment voir que le Flocon Vert, c'est pas juste un accompagnement comme ça, mais c'est vraiment un accélérateur de la transition sur les territoires. Et pour ceux qui le souhaitent et pour le découvrir, on vous donne rendez-vous le 27 juin prochain à Lens-en-Vercors sur l'Éductour, qui est une journée qui permet de comprendre et de voir et de vivre ce qu'est le Flocon Vert. Et pour conclure, avant de labelliser les 2 nouveaux territoires, on vous a parlé de complexité, mais on ne va pas vous laisser avec ça. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire avec cette complexité? Et nous, on peut juste vous inviter à adopter la complémentarité. La complémentarité au quotidien, que ce soit entre l'économie touristique et l'économie locale, entre la commune, la communauté de communes, la région, l'État, entre les différentes mobilités, c'est vraiment se dire qu'il n'y a pas une réponse et que l'extrême ou le rester seul et ne pas être complémentaire avec les autres sur les mêmes territoires, par exemple les différents acteurs, les différents sociopros, rester seul et avoir une seule solution un peu extrême n'est jamais la solution. Donc nous, chez Mountain Riders, on invite vraiment à la nuance et à la complémentarité. Et on appelle Lucie qui va venir nous présenter 2 pépites des territoires labellisés pour être dans le concret. Et puis également Dominique
Dominique Créziac qui représente qui doit être par là, qui représente le comité de labellisation. Bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux que je n'ai pas encore vus. Moi, je viens vous parler un peu de concret. On est au T-Rex, on est là pour parler de la transition par ceux qui la font. Et donc, on est là aussi pour vous présenter des actions concrètes qui sont déjà en œuvre sur les territoires qu'on labellise. C'est vraiment une pépite, donc une action parmi la multiplicité des actions qui peuvent être mises en œuvre sur les territoires avec lesquels on travaille. Le premier territoire et la première destination à qui on remet un flocon vert aujourd'hui, c'est Arèche-Beaufort. Et je vais inviter Gisèle à nous rejoindre sur scène pour que je puisse ensuite lui passer la parole pour qu'elle vous parle un petit peu elle-même de cette pépite qu'on va présenter. Donc félicitations à Arèche-Beaufort pour ce label flocon vert. Donc Dominique Créziac, qui est membre du comité de labellisation Flocon Vert, remet ce label au territoire. Et la pépite qu'on veut vous présenter aujourd'hui sur ce territoire, qui est un territoire qui a été pionnier dans beaucoup de sujets. Pionnier sur le sujet de la réglementation du ski de randonnée, pionnier sur le sujet du covoiturage et de comment on incite les usagers à utiliser ce covoiturage et à avoir des avantages sur le territoire. Pionnier aussi dans la réglementation des pratiques en montagne, et notamment dans la réglementation du bivouac en altitude et la réglementation des bonnes pratiques à respecter pour respecter l'espace montagnard. Et la pépite qu'on veut présenter aujourd'hui et sur laquelle on veut un peu insister, c'est tout ce que le territoire d'Arèche-Beaufort mène en faveur de la sylviculture et de la protection de la forêt sur son territoire. On parle de complémentarité, de complexité. Les enjeux qui touchent à la forêt aujourd'hui sont extrêmement complexes. Thibaut nous l'a dit en introduction, il y a une bonne nouvelle, c'est que la déforestation diminue, c'est bien, mais il y a de nouveaux enjeux qui touchent aussi à nos forêts, et les forêts y compris sur le territoire français, avec un changement climatique qui apporte de nouvelles maladies, qui apporte de nouveaux défis. Et je sais, et nous savons, que le territoire d'Arèche-Beaufort est activement au travail pour essayer d'ancrer un peu la résilience de la forêt territoriale. Il y a aussi un important travail qui est mis sur la dynamisation de l'économie qui est liée à la forêt, et sur tout le symbole aussi qu'est cette forêt pour renouer un peu des liens avec le vivant et pour essayer de sensibiliser l'ensemble des usagers du territoire à ces liens qu'on a et qu'on développe avec le vivant. Gisèle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes actions que vous menez en faveur de la résilience de la forêt et aussi en faveur de cette économie liée à la forêt? Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un grand sujet. Nous, on a une commune qui est une commune forestière, donc en fait qui est une commune qui a un territoire qui est occupé par un tiers par la forêt. Donc c'est vous dire que c'est quand même une grosse préoccupation. Comme beaucoup de territoires, on est concerné par l'attaque du scolite, donc ce qui met vraiment à mal notamment le budget de la commune, parce que nous, on a un budget spécial forêt, parce qu'on est une commune forestière, et en fait, c'est sûr que le problème qu'on a actuellement en forêt, c'est qu'on a beaucoup de dépérissement des arbres, et que le fait aussi que le prix du bois ait beaucoup chuté, ça n'aide pas à pouvoir faire des travaux en forêt. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais en fait, qui mieux que les collectivités peuvent donner l'exemple. Donc en fait, nous, on va essayer de valoriser ce bois qu'on dit aujourd'hui de mauvaise qualité, alors qu'en fait, avant, nos anciens, on n'invente rien en fait, parce qu'avant, les anciens utilisaient le bois scolité pour la charpente, et à part le fait qu'il soit un petit peu bleu, il a des priorités qui sont tout à fait abordables pour mettre dans nos chalets. D'ailleurs, la preuve, c'est que les 3/4 des chalets du Beaufortin sont encore bien debout aujourd'hui et ils sont magnifiques. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, nous, on a quelques projets sur la commune. Alors notamment, moi, dans ma partie qui me tient à cœur, c'est la partie agricole. On veut refaire un chalet en alpage parce qu'on a un chalet, on a un alpage qui n'a pas de chalet. Et en fait, l'idée, c'est de refaire ce chalet en bois scolité. C'est un chalet qui est sur les pistes de ski d'Arèche. Donc j'espère que vous aurez le plaisir de venir l'admirer les prochaines saisons, parce que théoriquement, alors là on est en train de monter les dossiers, parce qu'effectivement pour faire un travail comme ça on a besoin d'aide. Bon, heureusement nous dans l'agriculture on a quand même des bonnes aides,
Mais c'est vrai qu'on espère bien pouvoir, avant la fin de notre mandat, pouvoir voir ce chalet. Donc il sera sur les pistes d'Arèche, fait uniquement en bois scolité et local. Parce qu'en fait, il y a 2-3 jours, on me disait qu'avant, dans le Beaufortin, il y avait 12 scieries. Aujourd'hui, il en reste une petite qui appartient à un charpentier qui scie lui-même. Et je pense que là où on a beaucoup de travail, enfin surtout les communes forestières, c'est de pouvoir retravailler le bois local, parce que sans scierie, travailler du bois local, ça on ne va pas pouvoir le faire. Donc il y a tout un gros travail. Et je dirais que par rapport à l'environnement, je pense quand même que la forêt est un enjeu crucial. On a vu la déforestation, on a vu tous ces problèmes-là, et je pense quand même qu'il faut vraiment que l'État, on va dire, que les pouvoirs publics aident pour les scolites, parce que tout seul, commune par commune, ça va être un peu compliqué, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet appel, merci pour ce témoignage et cet appel donc à redynamiser la filière de bois local. Félicitations. On va maintenant accueillir le second territoire. Je vous remercie. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci à tous. On va accueillir le second territoire qu'on labellise aujourd'hui et à qui Dominique va avoir le plaisir de remettre également le label Flocon Vert, qui est la destination de la Plagne. Et pour le recevoir, je vais appeler sur scène Audrey et Marion, qui vont venir témoigner également de leur pépite, de la petite pépite qu'on veut vous présenter sur ce territoire La Plagne. Alors, félicitations à eux. En plus, c'est les voisins. Donc, à La Plagne, le comité de labellisation a voulu souligner déjà, dans un premier temps, l'énergie démesurée et démentielle qu'il a fallu mettre pour mettre au travail et mettre au pas le gros bateau qu'est La Plagne, avec toute cette envergure, cette destination internationale parmi les leaders dans le domaine. Mettre tout ce petit monde autour de la table pour parler des sujets de transition collectivement, pour structurer une gouvernance, pour structurer un comité de pilotage et pour prendre des premières décisions, pour appliquer cette stratégie qui est chez vous la stratégie des petits pas. Ça a déjà été un énorme travail en soi et c'est déjà un accomplissement en soi. Mais la pépite qu'on va vous présenter aujourd'hui est un peu plus précise que ça. Elle vise à vous parler de la politique de la destination La Plagne en faveur de l'emploi, en faveur d'un emploi plus équilibré, d'un emploi plus durable, plus respectueux des hommes et des femmes qui le font. Et notamment grâce à, dans votre rapport RSE, et vous présentez cette stratégie des petits pas et vous présentez ce travail que vous menez pour la marque employeur de La Plagne, avec un élément phare qui est le partenariat entre la destination La Plagne et le Puy du Fou, pour essayer de répartir un peu la main-d'œuvre qui est utilisée au Puy du Fou en été sur La Plagne en hiver et inversement, et faire en sorte de garantir un emploi à l'année, donc à toutes ces personnes, à tous ces travailleurs et travailleuses saisonniers. Audrey, Marion, c'est à vous que je vais donner la parole pour nous présenter un petit peu plus en détail ce travail que vous menez sur votre marque employeur, sur la marque employeur de La Plagne et sur cette politique. Merci. Donc oui, La Plagne a décidé de travailler sur une marque employeur, donc suite à plusieurs constats. Il y avait à la fois les difficultés de recrutement, la difficulté dans la lisibilité de l'offre de l'emploi sur le territoire de montagne et de La Plagne plus précisément, et puis le changement dans le monde du travail. L'objectif, c'était de partir de l'existant et des choses qui existaient déjà à La Plagne, notamment la Maison des Saisonniers qui est là depuis 2003 à La Plagne, d'utiliser aussi le rôle d'animateur de territoire de l'Office de tourisme pour fédérer les socioprofessionnels autour de la démarche, et puis aussi la force de communication de l'Office pour aller séduire les futurs candidats sur le territoire. Et donc cette stratégie de marque, elle s'est matérialisée par la création d'un site dédié à l'emploi à La Plagne, sur lequel on va retrouver des précisions sur le territoire, la présentation de tous les métiers qu'il y a sur La Plagne, et puis l'ensemble des offres, donc centraliser toutes les offres d'emploi de la station sur une seule et même plateforme. Puis il y a aussi un module qui est spécifiquement dédié aux socioprofessionnels du territoire qui peuvent eux-mêmes aller poster leurs offres et recevoir donc en direct les candidatures. C'est un outil qui a été très utile à l'Office de tourisme, notamment sur les déplacements qu'on a eus, que ce soit sur le High Five, le village Mon Job ou auprès de notre partenaire du Puy du Fou, pour arriver avec toutes ces offres d'emploi directement auprès des futurs candidats.
Voilà, en termes de résultats, Marion, si tu veux en dire 2 mots. Oui, on peut vous dire également qu'on s'est déplacé, donc la plagne s'est déplacée au Puy du Fou en septembre, et le Puy du Fou est venu plusieurs fois en janvier pour justement essayer de recruter les saisonniers qui sont chez nous et nous les saisonniers qui sont chez eux, puisqu'en termes d'offres, on se rapproche beaucoup en termes d'offres d'emploi. En termes de résultats, donc très positifs du côté des saisonniers et du côté des pros du territoire. On a eu à peu près 350 offres d'emploi postées sur le site depuis août 2023, environ 6600 candidatures. Et puis moi j'ai un exemple très concret, c'est que grâce à cette plateforme, j'ai réussi à trouver notre future pépite, notre social media manager, qui arrivera le 17 juin dans notre équipe. Donc voilà, un cas vraiment très concret. Merci beaucoup, félicitations. Félicitations, et le comité de labellisation et Mountain Rider ne peuvent que vous encourager à poursuivre vos efforts. Je comble l'instant photo. Juste peut-être, Lucie, si tu peux nous apporter une précision, parce que du coup, Arèche-Beaufort a obtenu 2 niveaux de flocons sur 3, et La Plagne a obtenu son premier flocon. Et peut-être que Lucie, tu peux nous dire 2 mots sur c'est quoi ces niveaux de flocons. Bien sûr, ouais, je peux vous dire 2 mots sur ce que sont ces niveaux de flocons. Donc le label Flocon Vert est décerné avec 3 niveaux. Un premier, un second, un troisième. Le premier niveau de flocon, c'est un engagement dans une démarche de transition. Un second niveau de flocon, c'est vraiment un pas supérieur vers un niveau d'exemplarité. En fait, les destinations qui obtiennent un deuxième niveau de flocon, elles répondent à minima 50% des critères du cahier des charges. Et pour obtenir un troisième niveau de flocon et vraiment être une destination pionnière et exemplaire, il faudrait répondre à au moins 75% des critères du cahier des charges. Et pour l'instant, comme le disait Colline, la marche du podium est encore vide. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le veulent. Et c'est bien, parce qu'avec cette petit esprit de compétition et ce challenge, on vous pousse finalement toujours plus loin dans cette démarche de transition et dans cet accompagnement vers un nouveau modèle qu'on est en train d'inventer tous ensemble. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à l'équipe du T-Rex qui nous a donné la parole et qui nous a laissé, qui a laissé place au Flocon Vert. Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs étant eux-mêmes dans la démarche depuis quelques années maintenant. Merci à l'équipe, à la belle team de Mountain Riders pour tout ce beau job. Et merci à Dominique qui représente le comité de labellisation qu'on n'a pas présenté, mais qui représente du coup l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'ADEME, Atout France. On a qui encore? Les acteurs du tourisme durable. L'association des acteurs du tourisme durable, un représentant du CESE. Voilà. Belle journée à tous, merci.